Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les transferts librement dans le football. Dans cette première partie, on va revenir sur les clubs qui en ont bien profité et qui en profitent encore. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. Commençons donc en parlant des clubs qui en ont bien profité et qui en profitent encore aujourd'hui. Le dernier mercato estival de Leonardo au PSG va être de loin son plus marquant car il va arriver à faire venir d'énormes stars librement. Déjà, il y a Gianluigi Donnarumma qui va signer au club en provenance du Milan AC. À 22 ans, le gardien italien sortait tout juste d'une campagne européenne avec sa nation exceptionnelle autant individuellement que collectivement, car à chaque match il était trop fort, notamment sur la finale ou sur les pénaux il est inarrêtable et donne la victoire à l'Italie, sans oublier son excellente saison au Milan. Donc à cette époque je peux vous dire que c'était le gardien le plus coté et le plus demandé au monde, et c'est Paris qui va réussir à le prendre. Maintenant c'est un gardien qui fait l'unanimité sur ses qualités sur sa ligne, même s'il restera très contesté à juste titre au vu de ses difficultés balle au pied. La vérité c'est qu'aujourd'hui en Ligue 1 il est au niveau, mais en LDC j'ai aucun souvenir marquant. J'espère sincèrement que l'arrivée de Safonov dans la discussion va lui faire du bien et qu'il va un peu se bouger, ça sera bénéfique pour tout le monde. Bon là il est d'une toute autre dimension le transfert car c'est Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football pour moi, qui va venir jouer en France, dans notre pays et personnellement dans mon club pour 0 € d'indemnité, si on enlève le salaire et les primes, mais en tout cas ils ont pas eu à l'acheter avec un gros montant. Quand il arrive, Messi il était encore flamboyant au Barça, faisait des matchs de fou, il était encore incroyable dans le jeu, avec en plus pour sa dernière saison en Blaugrana un total de 38 buts et 14 passes D, sans oublier qu'il sort d'une Copa América qu'il a dominé et offerte à l'Argentine à lui tout seul. Donc à ce moment-là, c'est toujours le meilleur joueur au monde. Son passage à Paris, c'est l'un de mes plus grands regrets foot car sa première saison est très moyenne et même si sa deuxième est vraiment bonne, on sentait qu'il était capable de bien mieux, sans parler de la relation cata avec la direction et les supporters. La raison du pourquoi il a entre guillemets flop au PSG, c'est je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'il avait pas eu le choix de venir ici et la deuxième, c'est qu'il avait pas l'envie. Et le tout mélangé, ça a donné ça. Tout comme pour Messi, l'arrivée de Sergio Ramos à Paris va être dingue et inespérée. C'est l'un des plus grands et meilleurs joueur de la dernière décennie qui vient aussi au PSG pour améliorer un poste où il y a déjà deux colosses, Presnel Kimpembe et Marquinhos. Sa dernière saison au Real Madrid, de souvenir, elle était pas dingue, déjà que son niveau avait un peu régressé et qu'il avait raté beaucoup de matchs pour cause de blessures. Au final, il en aura joué que 21 toutes compétitions confondues, ce qui est minime pour un joueur comme lui. Sur sa première saison au PSG, ça va être la même, il va être blessé carrément presque toute la saison, rechutant H24, mais pour son deuxième exercice au club, il va enfin jouer pleinement et s'imposer en tant que titulaire sous Christophe Galtier en profitant aussi des grosses blessures de Presco. Son niveau sera plutôt bon en étant notamment excellent au 8e de finale de LDC. Wijnaldum a aussi été recruté par le club de la capitale librement. À cette époque-là, vous imaginez pas à quel point j'étais hype par ce transfert, tant j'aimais Guigny et tant j'avais l'espoir qu'il nous fasse passer un cap. Pour moi, c'était le milieu qui nous manquait, quelqu'un qui apporte autant avec et sans ballon et qui fait les kilomètres. En 2025, il est dans l'anonymat, mais faut pas oublier le joueur de fou qu'il était à Liverpool. C'était l'un des mecs les plus importants du système de Jürgen Klopp. Et si on doit sortir son match le plus marquant, c'est évidemment celui face au Barça, où il rentre en jeu et claque un doublé pour grandement aider les Reds à faire un exploit historique. Malheureusement au PSG ça va être très compliqué, son passage va durer qu'une saison parce que tout simplement il va être invisible à tous les matchs. Pas forcément mauvais, mais on dirait qu'on jouait à 10 et ça pouvait pas durer. J'aurais tellement aimé voir Wijnaldum Prime au club, associé à Marco Verratti et à Leandro Paredes, mais malheureusement on n'a pas eu la chance de voir cette magie. Quand on se refait l'histoire de ces 4 joueurs au PSG, c'est quand même triste quand on est supporter parisien parce qu'on en attendait tellement des 4, mais malheureusement pour tous, on a été déçus. Les nouveaux pros du transfert libre, c'est le Real Madrid de Florentino Pérez qui multiplie les bonnes affaires depuis 2021 pour entre guillemets 0 €. Le premier, c'est David Alaba qui a signé donc à l'été 2021 pour remplacer la légende incontournable du club merengue Ramos. Alaba, c'était pour lui le moment idéal de quitter le Bayern car il avait 29 ans et après 13 ans dans le club bavarois, c'était en 2021 ou jamais pour un club et un projet aussi gros que celui du Real. Au Bayern, c'était un taulier, l'un des plus anciens du club sur sa dernière saison. C'était aussi une référence à ses postes de défenseur central et latéral gauche. Défensivement, c'est autoritaire, c'est efficace, y a rien à dire, il fait son taf. Mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est parce qu'il peut apporter avec le ballon. Il a les qualités techniques vraiment pas loin d'un milieu de terrain. Et d'ailleurs, il a déjà joué plusieurs fois à ce poste sous Pep Guardiola pour vous dire. À noter qu'il est aussi allé sur coup franc avec 10 buts inscrits comme ça dans sa carrière. Sa première saison au Real Madrid, c'est 2021-2022. Il est excellent en montrant toutes les qualités qu'on lui connaissait au Bayern. Il forme notamment une charnière de fou avec Eder Militao qui va mener le Real jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions. On parle beaucoup des offensifs sur cette campagne de LDC à juste titre, mais faut pas oublier les défenseurs. Sa deuxième saison, elle est tout aussi bonne, même s'il connaît quelques pépins physiques, et ça n'a rien à voir avec son niveau, mais faut souligner aussi qu'il a beaucoup joué en latéral avec l'arrivée de Rudiger, lui qu'on va évoquer dans quelques secondes. Sa troisième saison sera bien triste, car malgré 6 premiers mois normaux, il va se faire les croisés mi-décembre 2023, et il aura pas joué de toute l'année 2024. En juin 2022, le Real officialise l'arrivée de Antonio Rudiger, libre de tout contrat. La grande histoire de l'Allemand avec les sommets du football actuel commence avec l'arrivée de Thomas Tuchel
Tourelle à Chelsea en fin janvier 2021, qui va le réintégrer parmi les joueurs qui jouent en lui donnant un rôle très important dans sa défense à 3 aux côtés d'Azpilicueta et de Thiago Silva. Et c'est à partir de là qu'il va exploser sans ralentir, car il va devenir trop fort et carrément gagner la Ligue des Champions avec Tourelle et Chelsea sur les premiers mois du coach allemand. Il va maintenir son excellent niveau de la deuxième partie de saison 2020-2021 sur l'année suivante, saison synonyme de fin de contrat pour lui. Au Real Madrid, sa première saison est vraiment satisfaisante, il tient son rendement et il est au niveau où on l'attend. Il prend vite beaucoup d'importance dans le vestiaire, devenant un leader du groupe. La saison suivante, il est je pense le meilleur défenseur central au monde. Il empile les matchs et les grands matchs. Il rend muet Haaland son plus grand duel de la saison et il gagne la Ligue des Champions après ses 4100 minutes sur l'intégralité de l'année au club. Autant vous dire que le repos était bien mérité cet été après l'Euro 2024 qui va confirmer son statut dit précédemment malgré l'élimination en quart à la maison. L'arrivée de Kylian Mbappé va être la plus grande du Real Madrid sur le plan marketing et sportif depuis 2019 et les plus de 100 millions dépensés pour le triste flop Eden Hazard qu'on aurait aimé voir réussir là-bas d'ailleurs. Déjà à son arrivée cet été, c'était plus le même Mbappé. Il sortait d'un Euro 2024 catastrophique sur le plan individuel. Sur ses 7 derniers mois, c'est pareil avec le PSG et il a même fini par plus être titulaire indiscutable. Mais si on enlève tout ça, on sait le joueur de malade qu'a été Kylian Mbappé il y a pas encore si longtemps que ça et qu'il est en vérité encore. Mais l'énorme manque de confiance conjugué au harcèlement et à l'acharnement sur les réseaux sociaux, c'était pas facile. Même si évidemment il y a rien à dire sur le fait qu'il est mauvais sur le terrain depuis 1 an et demi. Il aura grandement marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, devenant là-bas le meilleur joueur du monde jusqu'en 2022, car après ça va être plus compliqué pour lui. Entre un niveau de performance comme je le disais qui s'adoucit et des nombreuses polémiques. Après ce qui est sûr c'est qu'il faut jamais oublier ce qu'il a fait en bien au PSG. Durant toutes ces années au club, il a quand même marqué 256 buts et fait 108 passes décisives en 308 matchs. C'est loin d'être rien, en ajoutant le niveau de dingue qu'il avait sur ses 5 premières saisons. On connaît tous le storytelling qu'il y a eu pour l'arrivée finale du français qu'en 2024, le Real Madrid le voulait dès son plus jeune âge, sauf qu'il a choisi Paris. Après, Pérez a fait des offres astronomiques à Nasser un peu tous les étés jusqu'en 2022 où les Français étaient en fin de contrat mais a prolongé de 2 ans pour au final venir seulement il y a quelques mois au club. Maintenant, si on doit parler de son niveau vraiment actuel depuis quelques semaines et depuis qu'il a mis son maillot dans le short, il y a vraiment du mieux. Mais c'est pas du tout encore à la hauteur d'un Kylian Mbappé. D'après les rumeurs, le Real Madrid va faire le gros braquage Alexander-Arnold, un joueur de malade offensivement qui a une qualité de passe et de centre exceptionnelle et qui peut te mettre des coups francs normaux. Avec le ballon, il t'apporte énormément, surtout qu'il a la polyvalence de jouer milieu de terrain. Son seul défaut, on le connaît tous, c'est défensivement, où il a parfois du mal comme il y a quelques jours face à Manchester United, même si je trouve qu'il a progressé ces derniers temps. Il a marqué l'histoire de Liverpool en y étant un élément clé depuis 2018, en partie sur Jürgen Klopp, avec qui il a tout raflé, la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs et évidemment la Ligue des Champions en 2019. TAA, c'est un mec qui t'assure sa dizaine de passes décisives, voire 15 quand il est dans une saison prime, comme en 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022. À 26 ans, ça serait le moment idéal pour lui de connaître un tout nouvel environnement, car il est à Liverpool depuis toujours. Et là, quitter les Reds pour le Real Madrid, c'est pas pour rigoler. Après, il va devoir assurer pour faire oublier Dani Carvajal. Le troisième et dernier club qui a bien profité des transferts libres, c'est la Juve. On commence évidemment cette partie consacrée à la Juventus de Turin en parlant d'un de mes footballeurs préférés. Pour le joueur qu'il est sur le terrain et l'homme qu'il est en dehors, c'est sans aucune surprise le grand Paul Pogba. Après seulement 7 matchs joués en pro de Paul Pogba avec Manchester United, il cible librement à la Juventus à l'été 2012. À ce moment-là, Pogba a 19 ans et il tient de très belles promesses en lui après un parcours en jeune excellent et des débuts en pro prometteurs. Pendant ses 4 ans à la Juve, il va être en perpétuelle évolution, s'améliorant chaque année, devenant un milieu de terrain hors pair parmi les meilleurs au monde. Je pense que son premier passage en Italie a marqué toute une génération et le monde entier en général. Entre des qualités techniques exceptionnelles dont ses passes folles, une capacité à dribbler, des frappes hors surface de malade et des récupérations régulières, Pogba va peu à peu s'inscrire dans la légende du club de la vieille dame avec ses 9 trophées en 4 années là-bas, dont 2 Coppa d'Italia, 4 Serie A et 3 Super Coupes d'Italie. Le 9 août 2016, Manchester United casse sa tirelire et réalise le transfert le plus cher de l'histoire du football à ce moment-là, car ils font revenir Pogba chez eux pour 100 millions d'euros. L'histoire de son retour à Manchester United, elle est mitigée car d'un côté il leur a montré le très grand joueur qu'il est en Angleterre avec des périodes excellentes, mais son irrégularité ainsi que sa nonchalance d'abord et les blessures répétées ont entaché son histoire avec les Red Devils et même sa carrière. Cependant, faut pas du tout oublier dans toutes ces années chez les Mancuniens, l'enchaînement de la Coupe du Monde 2018 qui gagne en étant le leader de son pays où il est de retour à son prime et la saison 2018-2019 en club où c'est pareil, on avait eu le vrai Paul Pogba sur une longue durée. La suite elle est presque tragique, il y a eu les histoires ultra pesantes avec son frère, des blessures incessantes toujours présentes et sa suspension pour dopage. Ces dernières années auront vraiment été très compliquées pour lui. Son retour va se faire dans pas longtemps et perso j'ai hâte de voir le comeback qu'il est capable de nous offrir à bientôt 32 ans et pourquoi pas d'ailleurs jouer la Coupe du Monde 2026. Le cas de Kingsley Coman est particulier car il a joué seulement une saison à la Juventus sans du tout
marqué les esprits, mais c'est plutôt comment il est parti qui est admirable. Et vu la belle suite de sa carrière, on se doit de le citer dans cette vidéo. Coman est un ancien Titi vu qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Il est parti dès l'issue de sa première saison en pro, ce qui avait surpris certaines personnes, mais en 2022, il s'est exprimé sur les raisons de son départ. Non, ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision. En réalité, on comprend, mais c'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer au PSG. Il aurait pu s'imposer et devenir le joueur qu'il est devenu dans son club de cœur, mais c'est comme ça. Il va donc ensuite rejoindre librement la Juve à l'été 2014. Il aura disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, contenant majoritairement des entrées en jeu. Ceci ne va pas l'empêcher de montrer de belles choses, y compris sa technique et son accélération. Cet été, ça va faire 10 ans que Kingsley Coman joue au Bayern Munich. Collectivement, il a fait partie de toutes les grandes réussites du club, donc 8 Bundesliga, 3 coupes nationales, 6 Super Coupes d'Allemagne, une Super Coupe de l'UEFA et évidemment la Ligue des Champions en 2020 où il marque le but le plus important de sa carrière, en finale contre le PSG, son club formateur, pour offrir la victoire finale à son équipe. Individuellement, Coman, quand il était éloigné des blessures, d'une c'était régulier et de deux c'était trop fort. Pour moi, Kingsley Coman c'est Dembélé en un tout petit peu moins technique mais plus vif et surtout 100 fois plus efficace. C'est dommage que les blessures l'ont toujours freiné dans sa carrière parce que je suis sûr qu'il aurait été depuis son arrivée à aujourd'hui titulaire indiscutable tellement quand il joue il est chaud et surtout en LDC. Moi c'est un joueur que j'ai toujours apprécié et qui m'a toujours fait kiffer quand je regardais les matchs du Bayern. Donc merci à lui et je lui souhaite le meilleur, tout comme à Pogba évidemment. Exceptionnellement j'ai parlé de Dani Alves car quand on parle des grands joueurs de cette décennie on peut pas le louper. Je vais évidemment lui faire des compliments, tous seront à la hauteur du phénomène qu'il a été mais on condamne fermement ce qu'il a fait en décembre 2022. Je vais donc parler là uniquement du joueur mais pas de l'homme qu'il est, qui est plus qu'horrible. Au Barça c'est là qu'il va être à l'apogée de son art en devenant l'une des figures principales du beau jeu dans le club catalan pendant les années 2010 et notamment avec Pep Guardiola. On connaît la connexion excellente qu'il avait avec Messi, forcément les deux parlaient le même football. Je pense que c'était latéral parfait pour le FC Barcelone à cette époque. Un joueur fait de finesse et facilité technique impressionnante pour son poste. Au-delà de toutes ces super choses qui pouvaient nous faire balle au pied, il était essentiel défensivement pour faire le travail de deux et couvrir les espaces laissés par Messi qui revenait pas défendre sur son côté. Sur sa seule et unique saison à la Juventus, il va jouer au total 33 matchs dont 19 en Serie A où il va avoir un rôle moyen en étant plutôt bon quand il joue, mais il va pas jouer souvent avec 19 apparitions au total. Par contre en Ligue des Champions, il va jouer quasi tous les matchs sauf un parce qu'il était blessé, mais il va être excellent et un acteur majeur du très beau parcours de la Juve en LDC vu qu'ils vont aller jusqu'en finale avant de s'incliner 4-1 face au Real. De son côté, au-delà de la qualité de ses performances dans le jeu, il va qualifier son club presque tout seul en finale justement car au match aller il va faire 2 passes D et au match retour il va mettre une belle reprise de volée face à l'AS Monaco. À l'issue de la saison, il a 33 ans, il quitte le club pour aller au PSG où il va y évoluer 2 saisons qui vont être moyennes. Il apporte toujours un plus avec ballon forcément, mais défensivement et au niveau de sa vitesse ça devient compliqué avec son âge qui commence à lui faire défaut. Après il ira au Brésil avant de faire un retour réussi au Barça et partir au Mexique. D'ailleurs il va même jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar à 39 ans qui va signer sa fin car après quelques semaines au Qatar sa carrière va prématurément s'arrêter avec toutes ces histoires judiciaires. Le joueur lui nous a tous fait vibrer, a marqué son époque et il est considéré comme l'un des plus grands latérales de l'histoire de notre sport. Le quatrième de la Juventus et le dernier de cette vidéo c'est Andrea Pirlo. Pirlo c'est la classe à l'italienne, une élégance hors pair, c'est un joueur qui a révolutionné son poste en créant et démocratisant le rôle de regista, étant un meneur de jeu se positionnant devant la défense bien qu'il ait donc le profil d'un numéro 10. Loin du but adverse, il gère le jeu à son compte, sa vision de jeu est indispensable tout comme ses passes qui du côté de Pirlo sont juste formidables, surtout sur le jeu long. Vous l'avez compris, Pirlo ça n'a pas été un footballeur comme un autre, il avait ce quelque chose en plus, ce génie que peu ont, et d'ailleurs parlant de ses coups francs, il en est l'un des spécialistes avec 30 buts inscrits sur cet exercice. Après s'être révélé à l'Inter en 2001, il signe chez le rival l'AC Milan pour 17 millions d'euros. Très vite Carlo Ancelotti, coach des Milanais, le replace donc dans ce fameux rôle de regista. De là il va devenir l'une des pièces maîtresses du club et personne va le bouger, restant titulaire indiscutable pendant une décennie, avant donc son départ librement, mais pendant toutes ces années, il aura gagné 2 Ligues des Champions en 2003 et 2007, 2 Serie A, 2 Super Coupes de l'UEFA, une Super Coupe d'Italie et une Coppa d'Italia. Sachant qu'entre temps évidemment, il a remporté la Coupe du Monde 2006 avec son pays l'Italie où c'est peut-être le meilleur joueur de la compétition. Andrea Pirlo, il va rester au sommet de son art à la Juve, ce qui va lui permettre de dominer l'Italie pendant 4 ans auprès de Paul Pogba et Arturo Vidal. Là-bas, c'est 4 Serie A d'affilée, 2 Super Coupes d'Italie et une Coupe d'Italia. Sa première saison est tellement bonne qu'il a été élu meilleur joueur du championnat italien en étant milieu défensif, une performance remarquable. Les saisons suivantes, il va continuer à éliminer le milieu de la Juventus jusqu'à la dernière saison où il a failli partir du club en plus que légende vu qu'il a été jusqu'en finale de la Ligue des Champions et a failli la gagner pour son dernier match avec la vieille dame. Sur cette année-là, il aura réussi à garder une grosse influence dans le jeu malgré ses récurrents problèmes physiques. Il a fini sa carrière tranquillement en MLS à New York City de ses 36 à ses 38 ans avant de raccrocher ses crampons
Pro le 9 novembre 2017. Énorme respect pour le joueur qu'il est et sa magnifique carrière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.